un matin, 130 bateaux avançaient en formation dans l'une des voies maritimes les plus critiques de la planète. C'était pas un accident. C'était pas un exercice. L'Iran avait un message à envoyer et l'armée américaine avait déjà rédigé la réponse. Mais voici la partie dont personne ne parle encore. Le matin du 10 mai 2026, quelque chose d'inhabituel est apparu dans les données satellites. De nouvelles images du système satellitaire Sentinelle-2 venaient d'être traitées et diffusées. Et ce que les analystes ont vu dans le détroit d'Ormuz n'était pas une petite patrouille. C'était pas un exercice de routine. C'était 130 bateaux d'attaque rapides avançant en deux immenses formations coordonnées. L'Iran venait de mettre ses cartes sur table. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus importantes de la planète. Chaque jour, près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par ce passage étroit. Il relie le golfe Persique à l'océan ouvert. Celui qu'il contrôle une part énorme de l'énergie mondiale. Et ce matin-là, l'Iran faisait une déclaration très précise sur qui, selon lui, devrait exercer ce contrôle. Mais pour comprendre pourquoi ce moment compte autant, il faut regarder ce qui s'est passé avant l'apparition de ces 130 bateaux à l'écran. Depuis février 2026, l'armée américaine menait des opérations soutenues et importantes contre les forces navales conventionnelles de l'Iran. Frappe après frappe. Opération après opération. Au moment où ces images satellites ont été captées, l'Iran avait perdu environ 160 navires militaires, décimés, détruits, retirés entièrement de l'équation. C'est pas un petit chiffre, et c'est l'effondrement presque complet d'une marine conventionnelle. Alors, que fait une armée quand sa flotte traditionnelle a été écrasée ? Elle se replie sur ce qui lui reste, et ce qu'il restait à l'Iran, c'était cette flotte moustique. Ces bateaux d'attaque rapide ne sont pas de grands navires de guerre. Ils sont petits, rapides et conçus pour un objectif très précis. Chacun mesure entre 60 et 75 pieds de longueur. Ils sont propulsés par des moteurs diesel capables de les pousser à des vitesses de 50 à 60 nœuds, plus vite qu'un destroyer américain ne peut se déplacer en haute mer. Pour leur taille, ils transportent une puissance de feu sérieuse, des roquettes de 107 mm, des canons automatiques de 12, 7 mm et de 23 mm. Et certaines variantes transportent quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le missile anti-navire Shui 102, une arme d'origine chinoise d'une portée de près de 100 000, avec une ogive de 160 kg. Il est lancé, descend à basse altitude, rase la surface de l'eau et cible directement les navires. C'est une menace réelle pour les grands bâtiments navals. Un seul bateau est gérable, peur, 130 bateaux avançant ensemble en formation coordonnée, c'est un problème complètement différent. La tactique que l'Iran affichait est connue sous le nom de doctrine de l'essaim. L'idée n'est pas nécessairement de gagner un affrontement direct contre une force navale supérieure. L'idée est de la saturer, d'approcher simultanément de plusieurs directions, de forcer les systèmes de défense du navire à répondre à tellement de menaces à la fois que quelque chose finit par passer. C'est une stratégie bâtie sur le nombre, la vitesse et le chaos. Maintenant, voici ce qui rendait ce moment particulier encore plus significatif. Les images satellites n'ont pas fait l'objet d'une fuite. Elles n'ont pas été découvertes par accident par un analyste du renseignement. Elles ont été diffusées délibérément par des canaux alignés sur l'Iran le même matin où l'attention mondiale était déjà concentrée sur le détroit d'Ormuz. C'était pas une opération militaire prise sur le vif par une caméra. C'était une déclaration visuelle. L'Iran ne cachait pas ses bateaux. L'Iran les montrait. Chaque formation, chaque coordonnée, chaque groupe d'embarcation d'attaque rapide positionné près de l'île de Keshem et des caches côtières environnantes. Le message était calculé et clair. Si l'armée américaine relance ses opérations dans le détroit, l'Iran entend répondre avec tout ce qui flotte encore. Mais ce que l'Iran n'avait peut-être pas entièrement calculé, c'est que l'armée américaine regardait le même flux satellite. Et elle était déjà prête à répondre. L'Iran a diffusé ces images le matin. Au moment où la plupart des analystes avaient fini de traiter ce qu'ils regardaient, le CENTCOM avait déjà répondu. Pas avec des mots, pas avec une conférence de presse, pas avec une déclaration diplomatique soigneusement rédigée par un comité.
avec des photographies de nouvelles images opérationnelles diffusées directement par le commandement central des États-Unis montraient exactement ce qui était déjà positionné, déjà en vol et déjà en attente dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci. Le moment choisi n'était pas une coïncidence. Dans la communication militaire, le timing n'est jamais une coïncidence. L'Iran avait montré son jeu. L'armée américaine lui a montré ce qui se trouverait de l'autre côté de la table. La première couche de cette réponse était déjà dans les airs. Des avions de chasse F-6 Viper ont été confirmés en train d'effectuer activement des sorties dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci, en soutien direct aux opérations américaines en cours. Ce ne sont pas des appareils en attente quelque part au loin. Ils menaient déjà des missions dans la zone opérationnelle exacte où les 130 bateaux d'attaque rapide iraniens s'étaient regroupés. Depuis les ponts des porte-avions opérant dans la région, des F-8 Super Hornet effectuaient des patrouilles aériennes de combat. Ce sont des appareils multirôles capables autant d'engager des cibles de surface que d'assurer la supériorité aérienne. Ils avaient déjà démontré leur efficacité en frappant des pétroliers iraniens dans les phases précédentes du conflit. Ils ne couvraient pas ce théâtre d'opération. Et puis il y avait les hélicoptères d'attaque A-64 Apache. Les Apaches méritent une attention particulière ici, parce que leur présence dans cette histoire va au-delà d'un simple élément matériel sur une liste. Le 3 mai, quelques jours seulement avant la diffusion des images satellites, le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a personnellement survolé le détroit d'Ormuz à bord de l'un de ses Apaches. Ce vol a précédé le lancement du projet Freedom, l'opération militaire américaine conçue pour escorter en toute sécurité les navires commerciaux neutres à travers le détroit. Pendant les premières heures de cette opération, des hélicoptères américains MH-60 Seahawk et H-64 Apache ont engagé et détruit 6 bateaux d'attaque rapide iraniens qui s'étaient avancés pour menacer des navires commerciaux. 6 bateaux envoyés au fond du détroit. Une démonstration directe et immédiate que la menace représentée par ces embarcations est réelle et que la réponse à cette menace l'est tout autant. Mais 6 bateaux et 130 bateaux, ce sont 2 conversations très différentes. Voilà pourquoi l'architecture assemblée par les États-Unis avait été conçue pour fonctionner à grande échelle. On estimait que plus de 100 avions de chasse basés à terre et en mer étaient disponibles pour des opérations contre un essaim de bateaux rapides de cette ampleur. Les types d'appareils impliqués couvraient tout le spectre de ce que la puissance aérienne moderne peut apporter à un engagement maritime. Des F-15 Strike Eagle pour une capacité de frappe lourde et précise. Des Front 5 provenant d'unités expéditionnaires des marines capables d'opérer avec des décollages courts et des atterrissages verticaux, avec une furtivité et une fusion de capteurs qu'aucun radar côtier iranien n'a été conçu pour prendre pleinement en compte. DEA, un 8G Growler spécifiquement chargé de la guerre électronique, de la suppression des communications des drones iraniens et de la neutralisation des systèmes de missiles solaires qui pourraient tenter de couvrir l'essaim d'attaques rapides. Toutes ces plateformes communiquent entre elles grâce au réseau Linksys, un réseau sécurisé de partage de données en temps réel. Ce que le radar du F-35 voit, le F, ADIX-8, le sait instantanément. Ce que le drone de surveillance RQ-4 Global Hawk détecte en altitude est transmis directement au système de ciblage de chaque avion d'attaque dans la formation. Et au-dessus de tout cela, l'E-2SD Hawkeye, l'avion de guet aérien avancé, suit déjà les SAM, transmet les coordonnées, divise le détroit en secteurs et assigne chaque groupe de bateaux d'attaque rapide à un appareil ou à un ensemble de frappes précis. Dans la doctrine militaire, cela s'appelle la gestion de l'espace de bataille. En termes pratiques, cela signifie que 130 bateaux avançant ensemble en formation ne rendent pas le problème plus difficile à résoudre. Ils rendent chacun d'entre eux plus facile à trouver. L'Iran avait montré au monde sa flotte moustique, l'armée américaine avait montré à l'Iran la tapette à mouches. Pendant que 130 bateaux se déplaçaient dans le détroit d'Ormuz, autre chose bougeait à l'intérieur de l'Iran. Quelque chose de plus discret que nul satellite ne pouvait photographier et que le gouvernement iranien travaillait extrêmement fort à empêcher son propre peuple de voir. Depuis plus de 2 mois, l'Iran imposait la plus longue coupure d'Internet de son histoire documentée.
pas un ralentissement partiel, pas un accès filtré, mais une quasi-coupure numérique complète, isolant des millions de citoyens iraniens ordinaires du monde extérieur, de l'information indépendante et, dans bien des cas, de leurs propres moyens de subsistance. Pour les propriétaires d'entreprises qui travaillaient en ligne, cette coupure n'était pas un désagrément, c'était une destruction. Les transactions ne pouvaient pas être traitées, les clients ne pouvaient pas être joints, les fournisseurs ne pouvaient pas être contactés. Des vies économiques entières, bâties avec soin pendant des années, avaient été effectivement éteintes par décret gouvernemental. Et la raison donnée par le gouvernement iranien à son propre peuple était qu'une guerre imposée par les États-Unis et Israël rendait ces mesures nécessaires pour le protéger. Mais ce qui se passait réellement n'était pas de la protection. Des rapports ont confirmé que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, avait déployé des systèmes de détection conçus spécifiquement pour identifier les terminaux Internet satellitaires Starlink dès leur activation. Tout citoyen iranien tentant de contourner la coupure à l'aide d'un appareil Starlink n'était pas simplement déconnecté. Il était localisé et ciblé par le personnel du CGRI. Pendant ce temps, un système parallèle existait discrètement pour une catégorie d'utilisateurs très différente. Un programme appelé Internet Pro, offrant un accès Internet privilégié et ininterrompu, fonctionnait en Iran au même moment où la coupure publique était en vigueur. Le programme semblait servir les responsables gouvernementaux, la direction du CGRI et ceux qui étaient suffisamment alignés sur le régime pour obtenir cet accès. 2 accès à Internet, un seul pays, un pour le peuple à qui l'on disait de faire confiance à son gouvernement en temps de guerre, un pour ceux qui dirigeaient cette guerre. CNN a publié un rapport détaillé documentant exactement cela, décrivant comment le système Internet à 2 vitesses de l'Iran alimentait une colère publique généralisée et exposait des fissures visibles dans sa structure interne. Ce rapport était important non seulement pour ce qu'il révélait, mais pour ce qu'il confirmait. Le gouvernement iranien ne menait pas seulement une confrontation militaire externe avec les États-Unis. Il combattait simultanément pour maintenir le contrôle sur sa propre population. Et cette bataille interne avait atteint les plus hauts niveaux de la direction militaire iranienne. Depuis la mort du commandant en chef du CGRI, Hossein Salami, lors de frappes israéliennes en juin 2025, la question de savoir qui détenait réellement l'autorité dans l'appareil militaire iranien était devenue de plus en plus difficile à trancher. Les factions dures au sein du CGRI tiraient dans des directions différentes. La chaîne de commandement, autrefois rigide et clairement définie, avait développé des fractures que même des figures de haut rang à l'intérieur du système semblaient incapables de résoudre pleinement. Dans cette incertitude est entré un personnage dont la plupart des gens en Occident n'avaient jamais entendu parler. Le brigadier général Mustafa Salami, frère aîné du commandant du CGRI tué, vétéran de la guerre Iran-Irak, est actuellement conseiller principal du chef d'état-major général des opérations. Son rôle le plaçait exactement à l'intersection où les forces armées régulières de l'Iran et les opérations conjointes du CGRI étaient censées se coordonner. Il faisait très peu d'apparitions publiques. Il ne recherchait aucune plateforme de propagande. Il ne prononçait pas de discours. Dans une culture militaire fortement construite autour des démonstrations visibles de force et de loyauté, son invisibilité était en soi un signal. Quelqu'un avait ordonné à 130 bateaux de se placer en formation coordonnée et avait veillé à ce que le monde le voie. Quelqu'un avait décidé que cette démonstration publique, cette diffusion délibérée du positionnement naval restant de l'Iran était le bon geste stratégique à ce moment précis. Cette décision ne venait pas d'un gouvernement en plein contrôle de lui-même. Elle venait d'un gouvernement qui tentait très fort d'en donner l'apparence. Chaque mouvement effectué jusqu'ici dans ce conflit a été la préparation d'une décision qui n'a pas encore été prise, mais la fenêtre pour cette décision se refermait. Lorsque Trump a parlé publiquement du projet Freedom, l'opération militaire américaine lancée le 4 mai pour escorter les navires neutres à travers le détroit d'Ormuz, il n'a pas parlé dans le langage prudent et mesuré de la diplomatie. Il a parlé dans le langage direct des conséquences. L'opération avait été suspendue après 48 heures à la demande du Pakistan pendant que des négociations de paix se poursuivaient derrière des portes closes. Mais cette pause venait avec des conditions.
Trump a déclaré clairement que si ces conditions n'étaient pas respectées, si des progrès significatifs ne se matérialisaient pas, les États-Unis retourneraient dans le détroit. Pas avec le projet Freedom, mais avec le projet Freedom Plus. Il n'a pas défini ce que signifiait le mot plus. Il n'en avait pas besoin. L'architecture militaire déjà assemblée dans la région fournissait cette définition de manière beaucoup plus précise que n'importe quel communiqué de presse. La première option sur la table était la plus directe. Des frappes contre les nœuds de commandement et de contrôle du CGRI, l'infrastructure terrestre responsable de coordonner les essaims de bateaux d'attaque rapides. Ce sont les centres de communication, les carrefours logistiques, les installations de coordination qui transforment 130 bateaux individuels en 2 formations organisées avançant avec un objectif tactique. Retirer ces nœuds et l'essaim ne disparaît pas, mais il perd sa capacité de fonctionner comme une menace unifiée. Des bateaux individuels sans coordination deviennent beaucoup plus faciles à engager et à détruire. La deuxième option était une option que l'armée américaine avait déjà démontré être prête et capable d'exécuter. Plus tôt dans le conflit, des bombes anti-bunker GBU 72, des munitions pénétrantes de 5000 livres, avaient été larguées sur des sites iraniens durcis de missiles antinavires positionnés le long du littoral. Le même littoral d'où ces bateaux d'attaque rapides étaient maintenant lancés, cette infrastructure avait été largement détruite lors de ces frappes précédentes. La question évaluée maintenant était simple, l'Iran en avait-il reconstruit une partie? Et si oui, était-il temps de ressortir les GBU 7-2 et d'appliquer la même logique à la structure de commandement naval soutenant la flotte Moustique? Les planificateurs militaires du CENTCOM travaillaient déjà à ce calcul. Mais toutes les options envisagées n'étaient pas visibles depuis un satellite. La troisième dimension de la capacité stratégique américaine opérant dans cet environnement était la moins discutée publiquement et potentiellement la plus lourde de conséquences avec le temps. La Central Intelligence Agency et l'ensemble de la communauté du renseignement américain maintiennent une capacité clandestine importante à l'intérieur de l'Iran, pas seulement de la surveillance. Une capacité active à perturber les communications militaires internes, à accélérer la déstabilisation économique par une pression financière ciblée sur les réseaux liés au CGRI et à approfondir discrètement les fractures déjà visibles dans la chaîne de commandement iranienne. Des fractures que la coupure d'Internet et le système d'accès à 2 vitesses avaient déjà commencé à exposer à la population iranienne elle-même. Ces outils ne laissaient aucune image satellite. Ils ne produisaient aucune photographie spectaculaire. Mais dans un gouvernement qui peinait déjà à projeter une unité qu'il ne possédait pas pleinement, ils étaient peu être les outils les plus dangereux de tous. L'Iran avait calculé que montrer 130 bateaux en formation créerait une dissuasion, que la déclaration visuelle d'une force restante, même diminuée par rapport à ce qui existait autrefois, achèterait du poids à la table des négociations et de l'hésitation à Washington. Ce que ce calcul a peut être sous-estimé, c'est que l'armée américaine ne répond pas aux menaces visibles en réexaminant sa position. Elle répond en confirmant ses données de ciblage. 130 bateaux étaient entrés dans le détroit d'Ormuz en formation coordonnée. Chaque coordonnée était maintenant connue. Chaque cage côtière avait été observée. Chaque nœud de commandement était en cours d'évaluation. Les images satellites que l'Iran avait diffusées pour envoyer un message avaient aussi remis à l'armée américaine quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une photographie. Elle lui avait remis une liste de cibles. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.